Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Mieux, le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur. Parce qu'elles sont en croissance ou parce qu'elles amorcent tout simplement le virage du travail hybride et ou du flex-office, en poussant parfois la porte des tiers-lieux, les entreprises font évoluer le modèle traditionnel du bureau. Quel état des lieux peut-on faire de la pluralité des possibilités existantes et de ce qui pousse les organisations à bouger leurs murs? Comment les entreprises abordent-elles ce nouvel enjeu? Comment mieux gérer leurs espaces? Comment proposer enfin des bureaux qui augmentent leur attractivité et le bien-être des collaborateurs? Nous accueillons aujourd'hui Séverine Roquia, directrice générale de WX Solutions, qui va nous apporter son expertise précieuse sur les espaces de travail, nous expliquer comment mieux les gérer tout en optimisant leur attractivité. Bonjour Séverine Roquia. Bonjour Nadège. Alors que se passe-t-il au moment où on parle dans les espaces de travail? Est-ce que, comme on le dit, les entreprises sont en train de tout bouger? Alors en effet, avec la pandémie, les tendances qu'on pensait voir arriver dans les 5 ou 6 ans sont apparues en moins d'un an et elles se sont renforcées. Nous sommes actuellement dans une phase de changement, une phase d'adaptation. Ce qu'on voit en France, mais aussi en Europe et dans le monde, c'est qu'il n'y a pas une grande entreprise qui ne se pose pas ces questions. Comment optimiser mes espaces? Comment les rendre plus attractifs et utiles pour mes collaborateurs? Pour autant, on n'a pas de tendance claire sur ce que font les entreprises parce que elles aussi, elles essayent de voir ce qui se fait ailleurs, elles se benchmarkent avec d'autres entreprises et elles tâtent le terrain. Mais on sent un équilibre en fait que les entreprises essayent de trouver entre les besoins des employés et les besoins de l'employeur. Et donc pour ça, elles ont besoin d'avoir de la data. Et donc, la genèse aussi de WX Solutions, qui a démarré en 2017, elle était motivée par ce point-là, à savoir proposer de la data aux entreprises au service de l'expérience collaborateur. Et les entreprises, enfin c'est pas nouveau, elles cherchent depuis des années à approfondir, à rationaliser leur empreinte immobilière. Et donc, nous, WX Solutions, on va leur donner de la data pour les aider à le faire. De la data comment? Au travers de capteurs de mesure d'occupation ou d'utilisation avec une technologie qui est complètement, on va dire, RGPD compliant parce que c'est de l'infrarouge, c'est du thermique. Donc, il n'y a pas du tout c'est totalement anonymisé. Et ensuite, quand on va récolter cette data, on va leur restituer à ces entreprises au travers de rapports d'analyse. Et d'ailleurs, c'est ce qui a naturellement conduit le rapprochement entre WX Solutions, anciennement qui s'appelait CSM, avec Sodexo, dans le cadre de la stratégie Workplace de Sodexo, mettre au service des entreprises de la data pour aussi mieux comprendre les usages de l'occupant. Et ça, c'est une demande qui est plus prégnante aujourd'hui. Exactement. Et qui est toute société confondue. Et qui est toute société confondue. Alors après, avec, on verra des cultures d'entreprises qui diffèrent. Mais un point qui est intéressant, c'est que, en fait, le sujet des taux d'occupation dans les entreprises, il est pas nouveau. Avant la pandémie, on avait des taux entre 70-85% pour les meilleurs élèves, si je puis dire. Taux d'occupation. La réalité, elle était certainement un peu moindre, mais bon, on n'avait pas cette data. Aujourd'hui, post-Covid, on s'aperçoit, alors bien évidemment après les grandes phases de confinement, où là 100% de l'occupation, enfin on avait 0% d'occupation, mais on s'aperçoit qu'on descend entre 60 voire 40, si ce n'est moins, de taux d'occupation dans les entreprises. Donc, le télétravail a pris, sans grande surprise, beaucoup de place, mais donc la mesure de l'occupation, elle est bien évidemment beaucoup plus prégnante. Qui est en charge ou qui doit être en charge aujourd'hui de toutes ces questions? Alors, aujourd'hui, quand on parle de workplace, et plus exactement de liquid workplace, on a le plus souvent en face de nous désormais non pas seulement la direction immobilière, mais aussi 3 autres promoteurs, décideurs, si je puis dire. La deuxième direction qui rentre dans ces réflexions-là, c'est la direction de l'environnement de travail, ce qu'on appelait en France anciennement les services généraux, qui vont exploiter soit en interne, soit de manière externalisée, tous les services aux occupants. La 3e direction qu'on voit, et ça c'est une très bonne chose, c'est les RH. Pourquoi ? Parce que quand on parle de lieu de travail, on parle pas juste de murs, de mobilier, de sièges, etc. On est aussi dans une logique, j'employais le terme utile tout à l'heure, mais de consommation de l'espace et donc d'attraction des talents, de fidélisation, de rétention des talents. Et donc les RH,
deviennent beaucoup plus partie prenante dans cette réflexion. Et puis enfin, la quatrième direction, c'est la DSI, parce que elle va intervenir dans la préparation, dans les réflexions en amont, sur tous les aspects technologiques. Et de digitalisation de l'espace de travail. Exactement. Et donc, la data, elle va être un moyen pour ces décideurs ou promoteurs d'avoir une vision fiable, réelle et exhaustive et plus subjective. Je pense que il y a plus du tout d'espace, que ces salles de réunion ne fonctionnent pas bien, etc. Donc là encore, la digitalisation de l'espace, c'est pas un but en soi, hein. C'est juste un moyen de mieux comprendre ces espaces. Est-ce que mes salles de réunion sont trop grandes? Est-ce que mes bureaux sont suffisamment utilisés? Est-ce que je ne peux pas assurer une meilleure fluidité aussi dans ma salle de restaurant, etc., etc. Et d'ailleurs, pour analyser ces flux, chez WX, on a sorti une nouvelle offre qu'on a appelée MoveDot pour mieux comprendre les flux et ce qu'on appelle le parcours de l'occupant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir suivre en temps réel de quel point à quel point va l'utilisateur. Et ça, c'est plutôt intéressant sur des business cases dans des boutiques. Par exemple, on a un client, Orange, qui nous demande justement de les aider pour mesurer ces flux dans les boutiques, mais aussi dans les salles de restaurant ou dans les grands espaces ouverts. Pour s'y adapter, j'imagine. Exactement. Pour conclure, en fait, le workplace, ça doit être c'est une réponse aux enjeux conjugués de ces 4 directions. Direction immobilière, mon empreinte immobilière, direction RH, la transmission de ma culture d'entreprise, les façons de travailler, de s'organiser, et la direction de l'environnement, quels usages, quels services je vais mettre à disposition de mes occupants, et bien évidemment la DSI, est-ce que mes outils sont bien connectés pour les orienter là aussi mieux aux utilisateurs. Qu'est-ce qu'on peut proposer concrètement aujourd'hui dans un espace de travail? Quelle est la palette des possibilités? Alors, j'employais tout à l'heure le terme anglais liquid workplace. En effet, l'espace de travail n'est plus un espace, mais plusieurs. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on voit le bureau central, mais aussi la maison, avec le télétravail, les tiers-lieux, des espaces de coworking, l'extérieur aussi. Quand je suis en voyage, en transit, je vais m'arrêter dans un café ou je vais m'arrêter chez un client ou un partenaire qui va me mettre à disposition un petit espace pour travailler. Donc, l'espace de travail est multiple. C'est pour ça qu'on emploie ce terme liquide. Et donc, fort de ce postulat-là, les entreprises, avec l'aide de cabinets, conseils ou études, vont faire ce qu'on appelle des personas, c'est-à-dire qu'elles vont regarder tout au long de la journée quel est le parcours de l'employé, du visiteur, du client, pour comprendre ses besoins, comprendre ses irritants. Et donc, si je prends un visiteur, quand il va arriver sur un site, il peut, avant même d'arriver sur le site, recevoir aujourd'hui des informations sur la circulation, l'endroit où se garer, l'espace de travail qui va pouvoir être mis à sa disposition, la connexion Wi-Fi dans l'entreprise dans laquelle il va aller, l'organisation aussi des moyens de transport. Si je viens en voiture, si je viens en voiture électrique, si je viens en 2 roues ou en covoiturage, etc., etc. Et donc, le parking doit aussi répondre à ces multiples demandes. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que l'expérience, elle commence bien avant l'arrivée dans l'entreprise, dans le bureau dans lequel on arrive à la fin. Oui, ou dans l'endroit où en fait je vais travailler pendant quelques heures ou toute la journée. Bien évidemment, un des services, la restauration. Aujourd'hui, les entreprises de restauration collective comme Sodexo proposent désormais une palette de services pour s'adapter à ces usages. De la restauration classique sur place, mais aussi des corners pour manger à différents moments de la journée. On ne mange plus aujourd'hui forcément entre midi et 14 heures. Mais aussi du click and collect, aussi des titres restaurants. Je suis chez moi, je vais pouvoir bénéficier de la restauration en achetant en food delivery et en payant avec un titre restaurant, des repas livrés, des frigos connectés, etc., etc. On a une énorme innovation au niveau des services de restauration mis à disposition. Et sur les espaces ?
Et sur les espaces, l'espace de travail se personnalise aussi, sa gestion, elle s'adapte aux différents usages. On voit d'ailleurs les designers d'espaces, d'ameublement qui se sont adaptés. Des salles de réunion qui étaient très grandes, qui se réduisent au profit de petits espaces pour 2-3 personnes, parce que finalement on voit que les grandes salles de réunion avec 15 personnes sont très très peu utilisées. On voit des évolutions en termes d'ameublement avec des canapés, vous savez, trio là, 2 ou 3 qui vont être phonétiquement isolés, qui vont permettre à des gens de se parler sans être embêtés par le brouhaha extérieur. Des endroits aussi pour faire la sieste, des entreprises qui se sont mis sur ce créneau-là, ou des mini-espaces individuels qui vont permettre d'isoler la personne. On voit apparaître en termes d'espace, d'ameublement, ce qu'on appelle des salles de silence, pour que les gens puissent se concentrer, ou finalement quand vous arrivez dans cette salle, votre téléphone portable est interdit, et l'idée c'est vraiment de pouvoir permettre à des collaborateurs, tout en étant dans un espace de travail avec leurs collègues, etc., mais de s'isoler. Des cabines téléphoniques aussi, qui sont des nouveaux aménagements qu'on voit apparaître depuis des années, et qui d'ailleurs sont une réponse complémentaire aux open space, aux flex office, qui arrivent de plus en plus fréquemment. Autre service, bien évidemment, sur cet espace de travail, c'est tous les services de propreté, d'accueil, de maintenance, qui vont là s'adapter au flux des personnes. Ça change quoi pour eux ? Ces directions-là, ça c'est un vrai changement, parce que jusqu'à présent, on était dans une logique de service au mètre carré. Or, aujourd'hui, il faut que ces directions de l'environnement pensent et designent leurs services dans une logique de service à l'usage. Et donc ça, c'est nouveau. Et là encore, la data peut être utile. Chez WX, par exemple, lors du premier confinement, on a développé une application pour les occupants en temps réel, mais aussi qui va permettre de donner des alertes aux équipes de propreté pour leur dire nous avons utilisé ce bureau, on s'en va au bout de 2 heures, ou cette salle de réunion, et donc en fonction des règles de gestion que l'entreprise a décidé, on va décider de nettoyer. Exactement. Okay. Ou alors au contraire, une salle de réunion qui est pas du tout utilisée depuis 2 ou 3 jours, à quoi bon la nettoyer de façon systématique. Donc on voit bien que il y a un changement structurel qui s'opère sur ces différents espaces. Et un changement tous azimuts. Et un changement, tous azimuts. Alors, moi, je trouve ça très bien parce que ça génère de l'innovation. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on va arriver à un équilibre. En fait, là, on est dans une phase de transformation. Donc, il y a des essais qui sont faits. On teste les choses. On teste. Il y a des choses qui resteront, qui évolueront, et puis des choses, qui s'arrêteront de leur propre gré. Et alors, comment est vécue au sein des entreprises cette nouvelle façon de penser les espaces de travail ? Et puis, deuxième question, est-ce que le flex office, dont on parle beaucoup, va se généraliser, selon vous ? Alors, je pense que l'espace de travail connaît lui aussi des effets de mode. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toutes ces réflexions autour du workplace parce que les entreprises sont aussi beaucoup plus mobiles, agiles dans leur organisation, dans leur stratégie. Aujourd'hui, une entreprise en rachète une autre, elle développe une nouvelle business unit, elle crée un nouveau service, elle arrête une activité. Donc, l'entreprise, c'est un être vivant. Elle est mouvante. Elle est mouvante. Et donc, l'organisation physique, elle doit être aussi liée aux organisations de l'entreprise et être le reflet de cette stratégie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que effectivement, un taux d'occupation entre 30 et 70%, c'est à juste titre, les entreprises peuvent se poser la question de savoir la pertinence de garder des espaces peu utilisés, voire souvent fermés, la moitié du temps. Donc, pour autant, pardon, je vous coupe, mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'a que 30 ou 40% des personnes qui utilisent un espace, mis à part réduire les bureaux? Est-ce que, justement, on entend beaucoup que l'idée, c'est de faire revenir les gens? Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu entre cette logique de dire il nous faut des espaces plus petits, et puis à côté de ça, il faut qu'on fasse revenir les gens? En fait, là, la rationalisation n'est pas une solution. La réduction d'espace n'est pas une solution. Elle est une des solutions, mais le réaménagement de l'espace, et donc
Est-ce que j'ai trop de salles de réunion trop grandes et il faut pas que je mette des salles de réunion plus petites? Est-ce que, par exemple, mon espace de restauration où il y a 500 mètres carrés qui n'est utilisé que 2 heures par jour, est-ce que je peux pas le reconvertir à un autre moment de la journée pour justement l'utiliser autrement, pour faire du brainstorming, pour faire des événements, pour faire un espace de travail, de coworking, etc., etc. Donc le flex office, il répond aussi à une troisième demande pour moi qui est plus liée à la facilité de ces changements d'organisation, des entrées-sorties. C'est beaucoup plus facile quand vous avez un espace ouvert que quand vous avez des espaces totalement fermés. Et ça se traduit aussi par une culture que les entreprises veulent beaucoup plus agile, beaucoup moins top-down, où finalement l'épaisseur de la moquette ou la qualité de votre mobilier elle est plus liée à votre statut. Donc ça, culturellement, ça change. Une fois qu'on a dit ça, par contre, il y a a priori personne aujourd'hui qui a la prétention de dire que le flex office est Saint Graal. C'est lié à un contexte particulier qui doit faire écho à la culture d'entreprise, à la manière de travailler, mais on se rend compte aussi dès maintenant, parce que le flex office, ça fait quand même 2-3 ans que certaines entreprises l'ont mise en place. Ça amène d'autres questions. Et j'imagine il a ses avantages et ses inconvénients. Exactement. En fait, moi, collaborateur, si j'ai plus mon bureau, comment je me dirige dans l'espace de travail? Où est-ce que je sais que je peux trouver un bureau de libre, par exemple? Et là, la notion de parcours utilisateur a forcément tout son sens. L'enjeu, donc, va être pour l'entreprise de faciliter au maximum la tâche à l'employeur et de lui proposer par la même occasion des services nouveaux, mieux disant. Donc il y a ce contrat gagnant-gagnant, c'est-à-dire que moi employeur, je décide d'aller potentiellement plus sur du flex office, mais donc comment je garantis à mon employé qu'il va aussi, lui, s'y retrouver. Donc, on va mettre à disposition des casiers connectés. On va lui permettre de booker en amont, de réserver en amont des salles de réunion, voire son bureau de travail, d'avoir en un seul clin d'œil une visibilité sur les espaces occupés ou libres. Et donc, par exemple, WX a fait une application utilisateur occupant qui permet d'identifier en un simple coup d'œil les espaces libres, de mettre aussi en avant des jauges capacitaires. Alors ça, c'était bien évidemment très demandé par nos clients en pleine pandémie, pour justement s'assurer qu'il n'y a pas trop de monde dans un espace, un espace de travail ou même un espace de restauration. Voilà, donc on est dans une phase de transformation, on est dans une phase d'évolution. Et à vrai dire, c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, mais ce qu'on voit, c'est que l'employé est beaucoup plus moteur dans la décision, alors qu'avant, on l'entendait très peu. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises, les directions se disent il faut qu'on écoute absolument nos collaborateurs? Parce que aujourd'hui, alors on parle de la crise mondiale des composants électroniques, mais on a quand même une crise mondiale aussi de sourcing, RH, et donc l'attraction des talents est un enjeu majeur aussi pour les entreprises. Donc si l'employeur n'écoute pas son employé, ou si elle ne donne pas à voir aux nouveaux collaborateurs qu'il est dans cette logique d'écoute et de partage et de gagnant-gagnant, finalement, elle a peu de chances d'attirer ou de fidéliser ses collaborateurs. Mais tout ça, encore une fois, ça offre une grande liberté. Donc, voilà, il y a cet équilibre à trouver. On donne, on reçoit en retour. Et donc, s'il y a une grande liberté où l'entreprise dit à l'employé, tu fais le choix de tes espaces de travail, tu viens finalement je ne t'oblige plus à venir du lundi au vendredi de 9h à 18h. Voilà, il y a quelques concessions, a fortiori, qui sont à faire. Et donc, entre autres choses, forcément, ce parcours utilisateur, il a besoin d'avoir de la donnée en temps réel, à la fois pour l'occupant et pour l'employeur, pour lui faciliter la tâche. Donc, finalement,
conclure sur cette question de flex office, ouais, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise ou bonne façon de gérer l'espace. Tout va être une question d'équilibre et de cohérence entre ce que l'entreprise veut faire transparaître à ses employés, à ses visiteurs, et l'employé. Est-ce que par rapport aux usages qu'il va en faire de l'espace, cet espace est bien approprié? Vous parliez à l'instant d'attractivité des talents. Qu'est-ce que ça implique pour l'intégration des nouveaux collaborateurs, cette façon de fonctionner? Alors, finalement, je ne sais pas si c'est le flex office qui a un impact sur l'intégration des nouveaux collaborateurs. Je dirais que c'est plutôt le home office. Parce que quand un collaborateur a 3-5 ans d'ancienneté, finalement, il a son réseau. Il sait se connecter avec ses collègues de façon officieuse et d'appeler. Donc le télétravail, il va pas changer grand-chose pour lui. La culture d'entreprise est installée. La culture d'entreprise est installée. Par contre, un nouveau collaborateur, c'est différent. Il voit pas les gens. Et à distance, son réseau, c'est quand même très très compliqué de le mettre en place. Et c'est d'ailleurs souvent une contrainte. Et c'est souvent ou parfois une raison de départ de collaborateurs qui finalement voient pas de sens à rester dans l'entreprise et à intégrer cette entreprise. Et donc ça montre vraiment que la culture d'entreprise, bien évidemment, elle est véhiculée par les équipes dirigeantes, par des discours statués, etc., mais aussi par l'espace de travail et par les gens qui travaillent dans cet espace de travail. Je vais voir des collègues, je vais voir des pairs, je vais trouver mes repères également, mon manager, etc., etc. D'où la question RH dont on parlait juste avant et de l'intérêt de faire revenir des gens pour faire vivre cette culture d'entreprise. Et puis après, faut pas se leurrer. L'homme est un animal grégaire. Il a besoin de connexion, il a besoin de réseau social pour vivre, pour être bien dans sa tête et donc pour être bien au travail par la force des choses, quoi. C'est quoi aujourd'hui un bureau attractif, Séverine Roca? Alors un bureau attractif, ce serait un bureau qui donne envie à chacun de travailler, mais plus exactement, en fait, qui permet à chacun de travailler à son rythme pour être le plus serein et le plus efficace possible. Donc ça peut se traduire de différentes façons pour chacun, mais le dénominateur commun, c'est qu'il corresponde, ce bureau, aux différents usages qu'on veut en faire. Et donc, il doit être adaptable dans le temps et dans l'espace. D'où cette notion, ce jargon employé de liquid workplace. Et donc, si on doit résumer tout ce qu'on s'est dit auparavant, le bureau attractif, ça doit être un endroit qui facilite le parcours utilisateur, qui va proposer différents services. C'est un endroit aussi, à mon avis, qui doit donner facilement les clés pour comprendre la culture d'entreprise, pour faire passer les messages culturels, les règles de fonctionnement de l'entreprise. Et l'attractivité, elle passe aussi par une cohérence, en fait, entre ce qui est dit et ce que l'on démontre. Et donc, comment cela va se retrouver dans les espaces de travail. L'attractivité aussi, elle va passer par les styles de management, les styles culturels et par un contrat gagnant-gagnant. Donc, vous me posiez la question tout à l'heure en quoi l'employé prend un peu plus de pouvoir et en quoi lui il y voit un bénéfice. Parce que justement, il y a ce contrat gagnant-gagnant. Le collaborateur va consommer son espace de travail comme il le souhaite. Et l'employeur, il va lui dire: OK, mais on se met d'accord sur les résultats. Après, peu importe comment tu utilises ton espace de travail, je te mets à disposition ces différents espaces liés à ton poste. Alors, quand on dit ça, bien évidemment, on remet quand même en question. C'est une révolution. C'est une révolution qu'on des voit anciens arriver, modèles mais il y a 2-3 ans, on n'aurait pas dit ça. Mais ce ne sera pas, après, il faut pas se leurrer. Là encore, la culture d'entreprise, elle est forte. Et la culture d'entreprise, c'est l'ADN d'une société. Donc, toutes les entreprises ne passeront pas comme ça. Et à vrai dire, c'est pas grave. En fait, il y a pas de bon ou mauvais choix. Faut juste que ce soit cohérent entre la culture et puis comment on veut transférer, comment on veut démontrer cette culture dans les espaces de travail. Et donc, on a la chance aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, qu'avec les nouvelles technologies, on mette à disposition de la data justement pour analyser
pour objectiver. On parlait de subjectivité tout à l'heure. Là, ça permet d'objectiver et puis d'améliorer tout ça. Donc la gestion des espaces de travail. Exactement. Merci Séverine Roquia. Merci beaucoup Nadège. Cet épisode de Mieux, le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur touche à sa fin. Je remercie chaleureusement Séverine Roquia, directrice générale de WX Solutions pour cet échange. Pour ne passer à côté d'aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Mieux sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Pocket Cast, Podcast Addict. À très bientôt.